Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. À la une, affaire du bébé volé à Yaoundé, Judith Djouala, la génitrice, dit avoir été expulsée de l'hôpital de la police où le forfait a été commis. L'on est toujours sans nouvelles de l'enfant disparu depuis le 29 mars dernier. Nos reporters sont allés à son domicile 6 en Kolfoulou, c'est une banlieue de la ville de Yaoundé. Reportage à suivre en tout début de ce journal. Qu'est-ce qui justifie la récurrence des incendies dans la ville de Douala? La question a été posée à un expert incendie. Et pour ce qui est du cas de la communauté urbaine de Douala, la vétusté du bâtiment ainsi que l'absence des éléments de prévention incendie sont pointés du doigt. Plus d'explications dans ce journal. Et enfin en sport, Cannes 2017, le Gabon rafle la mise devant l'Algérie et le Ghana. Le tirage au sort de cette compétition a eu lieu ce jour du côté du Caire. Le Cameroun est logé dans le groupe M avec comme adversaires la République sud-africaine, la Gambie et la Mauritanie. La présentation des adversaires des Lions indomptables, c'est à suivre dans ce journal. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Judith Djouala est toujours sans nouvelles de son bébé enlevé le 29 mars dernier. Expulsée de l'hôpital, la police est conduite mano militari à son domicile 6 au quartier Kolfoulou. Depuis hier, elle dit avoir passé une nuit difficile loin du bonheur légitime que la présence de son enfant lui aurait procuré. Nos reporters Élisée Mbogba et Marcelin Gansop sont allés à son domicile. Suivez plutôt. Nous arrivons au domicile Kamgang, en Kolfoulou, à 12 h. C'est l'heure du repas de midi. Mais celui qui est servi ce 8 avril manque de saveur. Et les membres de la famille ne le consomment que douloureusement. Une douleur qui se justifie par l'absence d'un être cher. Le bébé volé le jour même de sa naissance à l'hôpital de la police de Yaoundé. Sa génitrice, Djouala Judith, bien que diminuée par ce vol suspect, trouve les mots pour décrire ce triste épisode de sa vie. Je suis entièrement triste, éprouvé, abattu par la disparition de mon bébé. Depuis le dimanche 29 mars, à l'hôpital de police. J'ai accouché le dimanche à 10h45 et autour de 18h20, 18h30, on a volé mon bébé. Elle est d'autant plus affectée que les 9 derniers jours passés à l'hôpital de la police n'étaient pas une partie de plaisir. Bon, je ne savais pas où j'étais. Parce que je passais mes nuits à pleurer, les journées à pleurer. Alors que la famille attendait les résultats de l'enquête, Djouala Judith a plutôt eu droit à une expulsion pour le moins surprenante. Donc quand ils m'ont demandé de sortir, quand je m'apprêtais à sortir même, on est venu avec violence, on me fait sortir de la chambre. Donc ce sont eux-mêmes, c'est la police, les infirmiers qui ont porté mes choses pour aller mettre dans la voiture de police. Ils m'ont poussé, mettre dans la voiture, m'ont ramené chez moi avec leur voiture. Donc en route c'était comme une course. Donc, comme une course pour venir me déposer là. Ils m'ont dit que de temps en temps ils devaient passer me voir. Aujourd'hui dépassée par les événements, la famille Kamgang s'en remet à la sagesse du couple présidentiel. Dès le départ, je crois avoir frappé à la bonne porte. Le ministre délégué général à la Sûreté nationale m'a reçu et m'a fait comprendre qu'il avait laissé les consignes à ses services les plus compétents, les plus spécialisés, pour que le bébé soit retrouvé dans un bref délai. Nous sommes presque à 10 jours après. Rien n'est fait, je suis désolé, je suis déçu comme vous le constatez. Mais je sais que le président de la République, la première dame, le premier ministre ne resteront pas tranquilles, n'accepteront pas qu'une telle injustice soit commise tant qu'il est possible de faire quelque chose. Lorsqu'elle quittait cette maison dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, Judith Djouala ne nourrissait qu'un rêve, revenir ici avec son bébé bien portant bien sûr. Malheureusement, elle a regagné son domicile le 7 avril, les mains vides. Ici Élisée Borba, Marcelin Gansop. Equinox Télévision. Émoi et consternation au village Boadibo, c'est dans l'arrondissement de Dibomari, département du Mungo, où un jeune adolescent est mort par noyade alors qu'il prenait son bain dans le fleuve Mungo. La victime, âgée de 16 ans, était élève en classe de 3e allemand.
au lycée de Bekoko. Le récit de Jean-Paul Yango et Julingue. Ce sont les cris d'une mère éprouvée qui vient de perdre son fils dans des circonstances tragiques. Un jeune du village Boadibo, mort par noyade dans ce fleuve qui traverse la localité de Dibombari, département du Mungo. La victime s'appelle Ndor Ndolo-Glen, élève au lycée de Bekoko, en classe de 3e allemande. Il est décédé alors qu'il prenait son bain, non loin de ses proches, dans le fleuve Mungo. Ces derniers témoignent qu'ils ont vu leur ami se débattre jusqu'à son dernier soupir. Aux environs de 13h-14h, je sortais du haut. J'étais allé me changer parce que je voulais aller à la pêche avec mon grand frère. Et à un certain niveau ici, j'ai pensé que les gars qui sont il y a certains gars qui sont en train de laver les habits, ils sont mis à dire il est en train de blaguer, il est en train de blaguer. Peut-être, pour moi, je me suis dit que non, que je voyais la personne qui est en train de blaguer dans l'eau. Le temps d'arriver, j'ai constaté que non, c'est ce petit je le reconnais. Je ne sais pas nager et tout. C'est là que j'ai démarré un marathon pour pouvoir essayer de le rattraper, mais c'est fait très tard. La dernière main qu'il a sortie, c'était la dernière qu'on a pu apercevoir. Ce n'est que 24 heures après d'intenses recherches que le corps du jeune adolescent a été retrouvé. Les chefs traditionnels de ce village ont saisi l'occasion pour appeler les parents à plus de prudence, surtout en cette veille de saison de pluie. Par ailleurs, toute baignade a été interdite dans le fleuve Mungo. Et je vous propose à présent de faire un tour à la communauté urbaine de Douala 2 jours après l'incendie qui a ravagé une bonne partie du bâtiment abritant ses services. Eh bien, la vie peine à reprendre en ces lieux. Les nombreux employés ont été redéployés dans divers sites pour assurer la continuité de l'administration. Les enquêteurs se succèdent sur le site, tandis que les sapeurs-pompiers évacuent des dizaines de mètres cubes d'eau qui menacent les dalles d'effondrement. Nos reporters Warren Zede et Eric Martial Ndjomo étaient dans les décombres de la communauté urbaine de Douala. Suivez plutôt. Communauté urbaine de Douala ce mercredi matin. La circulation a repris sur les 2 axes parallèles à l'édifice ou ce qu'il en reste. Les pompiers sont une fois encore présents. Il est question pour eux d'évacuer le trop-plein d'eau stagnante au niveau des 2 dalles sinistrées. L'opération dure des heures. Des centaines de litres d'eau utilisés pour éteindre le feu et qui tendaient à affaisser les 2 dalles fragilisées sont évacués. L'accès à ces bâtiments reste très filtré. Il est interdit de passer en dessous. Le risque d'effondrement évoqué la veille maintient l'alerte. Quelques extincteurs qui n'ont malheureusement pas servi jonchent le sol. Les équipes d'enquêteurs continuent à se relayer dans les décombres, nous apprend-on. Sur l'esplanade de l'édifice, quelques employés oisifs occupent les bancs publics. Ils attendent d'être réorientés comme des centaines d'autres qui ont repris du service ce mercredi matin, selon les directives du délégué du gouvernement. Nous avons l'hôtel Pochard en face, nous avons le cercle municipal, nous avons Aqua, nous avons la base Youpoué. Donc la centaine de personnels concernés doit être donc redéployé dans les services. Une cellule d'accueil et d'orientation a été installée sur cette esplanade. Quelques hôtesses y reçoivent les usagers. Il est question pour elles de les orienter vers les nouveaux bâtiments où ont été transférés les services sinistrés de la communauté urbaine de Douala. Eh bien, les catastrophes liées aux incendies sont à nos portes. Les cas de la communauté urbaine de Douala et du marché central de la même ville interpellent sur l'aspect préventif que semble négliger l'administration ainsi que les citoyens. Pour le cas de la CUD, le bâtiment vieux de près de 60 ans ne disposait que pour seul élément de prévention que quelques extincteurs. Une situation qui va au-delà de la négligence, dites-vous. Eric Martial Ndjomo. Les bâtiments administratifs publics, les buildings privés, les marchés et même les domiciles au Cameroun sont dans leur immense majorité exposés au risque d'incendie, avec pour particularité la porosité des systèmes de détection et d'extinction des incendies.
Très peu disposent de simples extincteurs, encore moins de détecteurs de fumée. Or, ces deux éléments permettent de circonscrire l'ampleur des dégâts en cas d'incendie. Pour les spécialistes, la cause première des incendies au Cameroun est la qualité approximative de l'énergie électrique consommée et aussi des équipements d'installation électrique. L'instabilité de l'énergie électrique, c'est le plus grand problème que nous avons en matière d'incendie au Cameroun. Conséquence, le risque d'incendie est très élevé. La prévention commence par la réhabilitation des bouches d'incendie supposées être disposées tous les 400 mètres dans toute grande ville. Normalement, quelqu'un qui construit sur une bouche d'incendie est presque comme un criminel. Parce que la bouche d'incendie permet que s'il y a un incendie dans un quartier, que les sapeurs qui arrivent peuvent s'approvisionner tout à coup. Ensuite, et ceci au-delà des extincteurs et des détecteurs de fumée, tous ces bâtiments ainsi que les marchés devraient être munis d'extincteurs automatiques qui, une fois la température au-delà de 60 degrés, se déclenchent et arrosent. Vient alors la question du coût. L'installation de ces éléments de prévention est évaluée en dizaines de millions de francs CFA. Avant tout ces incendies, tous les appareils d'équipement de lutte contre l'incendie sont chers. Maintenant, quand vous faites le bilan que vous avez eu l'incendie chez vous, parce que vous aurez dû mobiliser environ 15-20 millions pour sécuriser les édifices qui coûtent des centaines de millions. Quand vous faites la balance, vous trouvez que ces équipements ne sont pas chers. Il est à préciser, dans le cas de la communauté urbaine de Douala, qu'elle ne disposait pour la prévention que de quelques extincteurs, souvent mal entretenus, car nous rappelle-t-on, tout extincteur doit faire l'objet d'une visite et d'un entretien tous les 6 mois. Yaoundé ne connaissent par exemple du lycée de Mbaladeu qui sont dans les classes de 3e, première et terminale continuent d'aller à l'école pour, disait-il, mieux préparer les examens de fin d'année. Joël Essengue et Aïk Cyril les ont suivis. Voici leur reportage. Fiché à l'entrée de la salle, nous ne sommes pas en première A4, mais bel et bien en terminale A4 au lycée de Mbaladeu. Les élèves ici, conformément à l'emploi de temps, sont attentifs aux cours de philosophie. De voir leurs pieds paniquent, un seul de leurs cheveux, de voir leur langue quand il me plaît de faire le médecin. Ces élèves qui continuent d'aller à l'école au lycée de Mbaladeu ne connaissent pas de congé de Pâques. Nous les retenons pour suivre les cours, nous les appelons les cours de soutien. Parce que les examens approchent, certes, mais parce que nous voulons aussi améliorer leur niveau, même pour le passage en classe supérieure. Parce que quand je dis élèves de classe d'examen, il y a les élèves de 3e parmi eux. Et les élèves de 3e préparent aussi l'entrée en seconde. Pour ce qui est des élèves de première et terminale, ils doivent braver leur examen. Classe de 3e, cette fois, même si c'est marqué terminale A4. L'enseignante ici donne aux élèves quelques notions d'éducation civique et morale. Ne vous laissez pas bloquer par des questions difficiles parce que quand vous êtes bloqué, vous arrivez à la fin de l'heure que vous n'avez encore bien fait. Pour ces cours de soutien, les salles de classe ne sont pas pleines. Mais l'on explique ici que la participation au cours n'est pas obligatoire. C'est pas contraignant. Celui qui veut vient au cours, celui qui ne veut pas reste chez lui. Il y en a qui étudient dans les salles de classe, dans d'autres salles de classe. Donc c'est pas contraignant. L'initiative, qui brille par sa gratuité, est appréciée par les principaux bénéficiaires, que sont les élèves. Faire les cours pendant les congés, ça ne nous dérange pas, c'est pour nous aider. On sait qu'en faisant ça, le peuple s'y approche. Quand on fait les cours comme ça, que le jour J, peut-être la veille, on n'a pas de problème que le stress. On ne dort pas parce qu'on est en train de réviser, que toute l'année on n'a pas révisé. Au moins c'est là qu'on est préparé. J'ai appris le français, particulièrement le commentaire composé. Parce que l'enseignant, elle a constaté que depuis des années, les élèves choisissent la dissertation, la compréhension du texte et négligent le commentaire composé. En attendant la reprise des classes au lycée de Mbaladeu pour le compte du 3e trimestre, les élèves des classes d'examen, les classes de 3e, première et terminale, sont particulièrement concernés par ces cours de soutien.
Ici, au lycée de Mbala 2, comme dans plusieurs autres établissements scolaires de la ville de Yaoundé, les élèves ne connaissent pas de congé de Pâques. Ils continuent de suivre les cours pour préparer les examens en fin d'année scolaire. Depuis le lycée de Mbala 2 à Yaoundé, Joël Essenge, Aïk Cyril, Equinox Télévision. La vie comme elle va dans nos communautés, premier arrêt dans ce journal au village Babichoa, un village qui dispose désormais d'un centre secondaire d'état civil et d'une école primaire bilingue. Ce sont là les principales réalisations qui ont été présentées le week-end dernier par l'autorité traditionnelle pour le compte de l'année 2014. C'était lors du congrès de ce village situé dans l'arrondissement de Tonga, département d'Undé. Le compte rendu de Oriol Djoumi. C'est une tradition vieille de plus de 3 décennies. À chaque période pascale, le peuple babichois se réunit autour de son guide, Sa Majesté Antoine Tchoubia, chef supérieur et roi des Babichois. Pour le congrès annuel de cette année, Sa Majesté le chef supérieur, qu'accompagnait son épouse, la reine-mère Dorette Tchoubia, a bien voulu remercier ceux des fils du terroir qui se sentent démarqués favorablement au cours de l'année 2014. À l'occasion de ce congrès annuel, la tradition n'a pas été dérogée. Un digne fils de la diaspora babichois a été porté à un titre de notabilité sous le regard bienveillant des notables et par devant l'Assemblée générale. J'ai toujours été un peu intriqué par l'origine de mon peuple, parce qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas, disons, il y a une oralité, mais ça ne suffisait pas. Donc pour essayer de retrouver ce peuple qui est un peuple dynamique et un peuple quand même particulier et singulier à l'Ouest, j'ai décidé avec maintenant quelqu'un qui est un ami à moi, le professeur Lenja de l'Université de Paris 5, d'écrire l'histoire du peuple babichois. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très très passionnant. Sa Majesté le roi Dr Antoine Tchoubia a, entre autres réalisations de l'année 2014, présenté le centre secondaire d'état civil et l'école publique bilingue de Babichoa. Il a aussi exhorté les fils et filles du village babichois à soutenir massivement le processus de développement de cette bourgade qui a déjà pris le train de l'émergence. Eh bien, la suite, c'est à la commune de Mboma. La commune de Mboma, c'est dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, où les élites de cet arrondissement souhaitent faire sortir leur arrondissement de la pauvreté. Et à ce sujet, il y a eu une réflexion qui a réuni autour d'une même table les élites, ainsi que l'autorité traditionnelle de cette localité. Il y a d'ailleurs eu comme élément majeur l'installation du comité de réflexion élargi par le préfet du département du Oignon. Plus de précisions avec Benjamin Essam. Le développement de l'arrondissement de Mboma passe par des actions concrètes de cette commune. Depuis quelques années, c'est la pure navigation à vue. Aucun budget d'investissement public accordé à cette collectivité. Les agents poids sous le poids des arriérés de salaire. Commune pauvre et très enclavée, aucun projet dit de ce nom pour les populations rurales. Le nouvel exécutif communal entend sortir de cette léthargie pour se mettre au service de ces populations. Il y a un développement participatif. Et chaque fois qu'on se concerne ensemble, les populations, les exécutifs, les élites, toutes les ONG même devraient donc toujours se retrouver ensemble et voir qu'est-ce que chacun fait. L'élite intellectuelle Ayon Yirap a ainsi posé les bases d'un développement global de la mairie de Mboma. Un comité local de réflexion a été mis sur pied et installé par le préfet du Oignon, Godlive Mbokentoa. Nous allons commencer à échanger par téléphone, par internet et la population de Mboma, la mairie de Mboma, les élites peuvent compter sur ce comité qui a été mis sur pied. Nous sommes résolument déterminés à sortir notre arrondissement du sous-développement. Les membres de ce comité devront se réunir régulièrement tout en recherchant des projets et des moyens pour un nouveau départ de l'arrondissement de Mboma. De la région de l'Est, nous mettons le cap à présent sur le département de l'Océan, dans la région du sud de Cameroun, où le Fonds national de l'emploi vient de voler au secours des cultivateurs du concombre. Ce produit dont la culture reste très exigeante. Plus de précisions avec Joseph Abenabena. C'est un parcours de combattants pour atteindre les villages du département de l'Océan. Ici,
Plusieurs villageois s'adonnent à la culture du concombre, mais sont confrontés à d'énormes difficultés. Ça commence à fleurir, la pluie essaie de détruire les jeunes, ça veut dire les jeunes plants, les fleurs qui passent. Il y a la présence des termites et autres, mais les insectes en général qui dérangent aussi. Et puis il y a les maladies du concombre que l'on ne connaît pas, puisque nous on fait dans l'archaïque. Pourtant, le concombre nourrit bien son homme. Tu peux avoir 10 sacs, 50 sacs. Tu n'as même pas besoin d'aller en ville. Il y a les acheteurs qui viennent depuis Douala pour venir nous acheter ça ici, là sur place. On ne tape pas le corps. C'est pour soutenir les efforts de ces cultivateurs que le FNE a bravé l'enclavement de ces zones pour financer leurs projets agricoles. Nous avons sillonné cette localité et avons constaté que le concombre est une spéculation qui est largement pratiquée. Et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi on ne pouvait donc pas venir en aide à ceux-là qui pratiquent cette culture. La culture du concombre nécessite un encadrement adéquat pour un meilleur rendement. C'est une plante qui, par excellence, aime les jachères. Et elle aime aussi les champs nouvellement créés. Et lorsqu'on a respecté les normes agronomiques, à savoir le planter à temps, dès le début des premières pluies, il faut veiller à son entretien. Dans ces villages, la terre est fertile et l'eau, une bénédiction du ciel. Reste seulement cet épineux problème d'enclavement et davantage de financement pour l'agriculture. En culture, Number One Girl, c'est l'émission de télé-réalité qui débarque chez vous à travers votre chaîne de télévision. Cette année, 10 candidates s'affrontent au cours de cette deuxième saison pour la précieuse cagnotte de 2 500 000 francs CFA. Plus de précisions avec Nadine Yambou et Alex Djomga. Number One Girl, c'est parti pour la saison 2. Du 2 avril au 6 juin 2015, 10 candidates sélectionnées au terme d'une série de castings riches en rebondissements promettent de faire vibrer les antennes d'Equinox Télévision. Avec Equinox, c'est la continuité de cette émission et maintenant on a la chance d'avoir une émission quotidienne pour vraiment donner au public la chance de vivre cette émission et progresser, découvrir les filles, découvrir tous les enjeux chaque jour et aussi comme ça communiquer beaucoup plus. Un peu plus au-delà de l'année 2014 et la première saison, la motivation est grande et le challenge important. Deuxième saison de Number One Girl, il y a beaucoup plus de suspense, beaucoup plus des enjeux entre les filles, mais aussi beaucoup de focalisation sur les caractères de les filles, sur chaque fille. Aussi, on aura des événements en direct. En mai, on a un concert en direct et en juin. Et on a les partenaires comme Flavor du Nigeria et Dibanj qui sont là pour nous assister. Cette saison 2 de l'émission de télé-réalité Made in Cameroun a été filmée à Limbé, Douala, mais aussi Lagos au Nigeria. Le plateau technique offre un décor digne des films exotiques, avec chaque épisode et une série d'activités qui meublent le contenu. On commence avec la photographie, la chorégraphie, la présentation télé, concours de chant et le leadership. Pour savoir qui des 10 sirènes retenues pour cette aventure sera la Number One Girl, le rendez-vous est pris pour la grande finale prévue au mois de juin 2015. La cagnotte dédiée aux vainqueurs de cette compétition n'est pas des moindres. La gagnante aura 5 000 $, un voyage à l'étranger et un rôle dans le clip du remix Makossa avec Wax Day Flavor. La tête pensante de ce concept original est l'artiste Wasdi. Il livre ici les objectifs de cette télé-réalité. C'est une voie de la promotion de la musique urbaine, de la culture camerounaise, mais aussi c'est une plateforme pour le développement de nos talents de jeunes. Et en fait, de faire rêver les jeunes. Ce qui nous manque souvent, c'est juste ces genres de trucs pour laisser les gens s'exprimer, rêver, tout ça. Le rendez-vous est pris sur le petit écran à travers la chaîne Equinox Télévision de jeudi de 17h30 à 18h, le vendredi de 15h30 à 16h, ainsi que le samedi de 18h à 18h30 avec rediffusion à la clé. Désormais, c'est vous le jury. Vous pouvez voter pour votre candidate préférée à travers la page Facebook de l'émission.
À l'étranger à présent, au Kenya, l'armée poursuit son offensive contre les Shebab après la tuerie de l'université de Garissa. C'était la semaine dernière. Nairobi décide de frapper les djihadistes au portefeuille en bloquant les comptes des personnes soupçonnées d'avoir des liens avec les terroristes. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Frapper les terroristes au portefeuille, c'est la volonté du Kenya après l'attentat qui a coûté la vie à 148 personnes dans l'université de Garissa. Attaque revendiquée par les Shebab, des insurgés islamistes somaliens qui sèment la terreur en Somalie et au Kenya depuis maintenant 9 ans. Leur fortune provient essentiellement du racket sur le commerce et le transport et du trafic d'ivoire. Le gouvernement, sous la direction de son Excellence le président Uhuru Kenyatta, a mis en place des mesures de sécurité élaborées et des mesures administratives pour mettre un terme au terrorisme sur le sol kényan. Ces efforts de grande envergure comprennent le gel de tous les avoirs des personnes suspectées d'avoir un lien avec les cerveaux de l'attentat de Garissa. Le Kenya soupçonne les principales compagnies de transfert d'argent et certaines ONG kenyanes de liens avec les Shebab. En gelant les avoirs des personnes soupçonnées d'avoir un lien avec le terrorisme, le gouvernement risque de perturber l'économie somalienne. En effet, les transferts de fonds entre la Somalie et le Kenya sont nombreux. Beaucoup de Somaliens résident au Kenya. Plus d'1 milliard d'euros leur sont envoyés par la diaspora chaque année. Pour eux, la mesure est plutôt malvenue. La fermeture des paiements somaliens nous choque et cela cause des difficultés dans le pays parce que les Somaliens à l'intérieur du pays dépendent de leurs proches à l'étranger. Certaines familles sont gravement touchées par cette mesure et ne peuvent plus acheter de la nourriture et des vêtements. Selon les autorités kenyanes, 85 personnes et organisations sont soupçonnées de liens avec les islamistes somaliens. Parmi elles, le cerveau présumé des attaques de Garissa, Mohamed Mahmoud. Tous ont 24 heures pour présenter leur défense. En sport football, le Gabon, autant pour moi, organisera la CAN 2017. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football ce jour. Il faut noter que le Gabon avait déjà co-organisé cette compétition en 2012 avec la Guinée équatoriale. Le Gabon qui était dans la course avec l'Algérie et le Ghana. Sylvestre Hippolyte Zangaou. En course avec l'Algérie et le Ghana pour l'organisation de la phase finale de la CAN 2017. Le Gabon a été désigné pays hôte de cette édition par la CAF. Le pays qui avait déjà co-organisé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale verra donc à nouveau ses stades vibrer au rythme de la grande messe du football africain. Plusieurs éléments ont plaidé en faveur du Gabon. D'abord, ces deux stades modernes. Le stade de l'amitié d'Angondje, qui avait abrité la finale de la CAN 2012 à Libreville, avec sa capacité de 45 000 places, et celui de Franceville, 40 000 places. Et dans son dossier de candidature, présenté à la CAF, le Gabon pour la CAN 2017 a promis de construire deux nouveaux stades de football, dont l'un à Libreville et l'autre à Port-Gentil, la deuxième ville du pays. Sur le plan de la sécurité, le Gabon a désormais l'expérience de la gestion des rendez-vous à la dimension d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La 18e édition, que le pays avait abritée, s'était d'ailleurs déroulée sans incident majeur. Le Gabon joue également d'infrastructures routières développées, des établissements hôteliers et des hôpitaux de qualité. Des éléments qui font partie des exigences de la Confédération africaine de football pour l'organisation d'une phase finale de la CAN. Après la Guinée équatoriale en 2015, la CAN reste donc en Afrique centrale. Et le Gabon, après 2012, l'organise pour la deuxième fois de son histoire en 2017. Il y a également eu lieu ce jour au Caire le tirage au sort des éliminatoires liés à cette compétition qui débute le 12 juin de cette compétition qui va donc se disputer du côté du Gabon. Comme vous venez de le suivre dans cet élément de Sylvestre Hippolyte Zangaou, eh bien, il faut noter que le Cameroun atterrit dans le groupe M avec comme adversaire la République sud-africaine, la Gambie ainsi que la Mauritanie. Retrouvons une fois de plus Sylvestre Hippolyte Zangaou. C'est dans le groupe M que le Cameroun atterrit pour les éliminatoires de la CAN 2017, avec l'Afrique du Sud, la Gambie et la Mauritanie. Les deux favoris du groupe, les Lions indomptables et les Bafana Bafana, ouvrent le bal à Yaoundé. Ensuite, le Cameroun affrontera la Gambie, avant de jouer son dernier match contre la Mauritanie. Les dates prévues pour la première journée de ces éliminatoires sont le 12, le 13 et le 14 juin 2015. Chaque pays hôte, lors de cette première journée, choisira alors l'une de ces dates. Selon le règlement arrêté par la CAF pour ces éliminatoires,
Seuls les premiers de chaque groupe et les 2 meilleurs deuxièmes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale. L'on voit déjà des groupes relevés, comme le groupe G, avec notamment 2 pays qui ont déjà remporté la CAN, le Nigeria et l'Égypte. Le groupe A, avec la Tunisie et le Togo, le Libéria et Djibouti. Et le groupe B, où figure la RDC et l'Angola. La particularité des éliminatoires de la CAN 2017 intervient avec la participation du pays hôte, qui est le Gabon, logé dans le groupe I, avec le champion en titre, la Côte d'Ivoire, le Soudan et la Sierra Leone. Mais les matchs du Gabon serviront uniquement au pays pour sa préparation. Les résultats de ces matchs ne seront pas pris en compte. Du coup, dans le groupe I, il n'y aura pas d'enjeu pour la place du meilleur deuxième. 52 pays au total seront sur la ligne de départ de ces éliminatoires qui s'achèvent le 4 septembre 2016. Et seulement 15 d'entre eux vont rejoindre le Gabon, d'office qualifié pour la phase finale de la CAN 2017. Restons l'actualité autour de la Confédération africaine de football pour dire que l'Assemblée générale de cette confédération vient de bouter à lever le verrou portant sur la limite d'âge pour prétendre au poste de président de la République, toute chose qui ouvre les portes à une probable 8e candidature de notre compatriote Issa Hayatou. Plus de précisions avec Hervé Kemnier. L'Assemblée générale de la CAF a tracé la voie d'un 8e mandat à la présidence de l'instance fêtière du football continental à Issa Hayatou. En clair, il n'existe plus de limite d'âge dans la quête d'un poste au comité exécutif à la CAF. Les 47 membres de cette instance ont voté à l'unanimité l'amendement concernant la limite d'âge pour postuler à la présidence, qui était fixée à 70 ans. À la tête de la CAF depuis plus d'un quart de siècle, Issa Hayatou, âgé de 68 ans, devait, selon l'ancienne disposition statutaire, passer le témoin en 2017. Cette disposition désormais annulée, une situation qui le donne gagnant-gagnant, car l'actuel président de la CAF, qui bloquera ses 70 ans le 9 août 2016, n'a pas attendu d'être frappé par les statuts de la CAF qui le mettaient hors juge pour les prochaines élections à la présidence de la CAF. Il ne sera plus donc question que Issa Hayatou passe la main pour laisser le fauteuil à des dirigeants d'autres générations. Issa Hayatou ne veut pas lâcher le gouvernement du football africain. Pourtant, en août 2012, l'ancien athlète avait laissé entendre qu'il quittait volontiers le navire du football continental s'il n'était plus sollicité par ses camarades de l'Assemblée générale de la CAF pour accomplir cette mission. Le 3 septembre 2013, retournement de situation. À l'Assemblée générale extraordinaire des Seychelles, Issa Hayatou est candidat à sa propre succession. Il bénéficie de plus de 50 motions de soutien des fédérations nationales. Par ailleurs, la proposition de modification des statuts qui stipule que tout candidat aux élections à la présidence de la CAF devra être ou avoir été membre du comité exécutif est approuvé. Mais celui-ci ne fait-il pas toutefois que reproduire ce que l'Afrique apprend de manière générale à ses potentats, c'est-à-dire de demeurer ad vitam aeternam dans toute responsabilité exercée ou siège occupé. Il est également allé à la bonne école de la FIFA, où là également le tout-puissant président Sepp Blatter a donné le bon exemple en supprimant à la FIFA la limite d'âge en 2014 au Brésil. Eh bien, il faut dire à la suite de RVK que certains observateurs dénoncent ce qu'ils considèrent comme une manipulation de texte dont le but est de permettre à un individu de s'éterniser à la tête d'une institution dont la CAF. Oriol Choumi nous en dit plus dans cet élément. Si la CAF était un État, on parlerait de modification constitutionnelle. La Confédération africaine de football vient de s'inscrire dans le sérail des institutions et des nations où un individu peut conduire les affaires courantes toute sa vie. Réunie au Caire, en Égypte pour 2 jours, l'Assemblée générale de cette instance fêtière du football africain a décidé d'abolir la limite d'âge qui interdisait aux membres du comité exécutif d'avoir plus de 70 ans. Une modification des textes qui ne surprend pas certains analystes de sport. Honnêtement, je ne suis pas étonné, mais ça nous conforte simplement dans l'idée que des associations comme la CAF, la FIFA et d'autres organismes internationaux, c'est des milieux où il est difficile d'entrer, mais quand vous entrez, il est facile de rester longtemps au perchoir. Lundi 6 avril, le Ghanéen Kwesi Nyantaki, un membre du comité exécutif de la CAF, justifiait déjà ce choix en disant que la FIFA n'a plus de limite d'âge pour les membres de son comité exécutif. La CAF, selon lui,
ne fait qu'aligner son règlement sur celui de la FIFA. Une position qui, selon notre analyste de sport, cache de nombreux sous-entendus. Sa candidature contre Blatter, moi je savais que c'était une fausse piste. Aujourd'hui, qu'ils le soutiennent et qu'ils demandent aux pays africains de le soutenir, ce n'est pas étonnant parce qu'il est vice-président de la FIFA sous Blatter et, comme je vous le dis, ils ont un certain nombre de bénéfices qu'ils tirent de ces positions-là et ils ne veulent pas les perdre. Il pense que cette manipulation des textes ne se fait pas sans de véritables raisons qu'il faut parfois aller fouiller très en profondeur. C'est des sortes de mafia où on n'aime pas trop bouger les pions parce que chacun a un créneau d'où il tire un petit peu un certain nombre de bénéfices. Le fait qu'ils partent, ça peut déstabiliser parce que les appétits peuvent sortir ici ou là. Charles Mongué Mouyemé va plus loin, il interroge l'origine de cette disposition statutaire. Vous savez que le président de la CAF a beaucoup de voyages à effectuer, beaucoup de déplacements. Il faut dans les stades, il faut aller ici et là. Avec tous ces déplacements-là, on estimait qu'à 70 ans, on est limité un petit peu. Maintenant, quand il lève le verrou, est-ce à dire que les gens qui ont 70 ans désormais, ils sont plus lestes que ceux d'avant et qu'ils peuvent faire 100 voyages en une année pour aller regarder les matchs à gauche et à droite? Sepp Blatter, 79 ans, vise un 5e mandat à la tête de la FIFA. Il est d'ailleurs soutenu dans cette lancée par Issa Hayatou, qui a d'ores et déjà exhorté les 54 fédérations membres de la CAF à garantir leur vote en faveur du Suisse le moment venu. Cette information à caractère publicitaire au bas de ce journal, les employés de MTN Cameroun s'engagent à construire un pavillon mère et enfants à l'hôpital des districts de Bonassama. Ils entendent y investir 100 millions de francs CFA. Pour ce faire, la communauté de Bonassama a gracieusement offert à l'entreprise un lopin des 500 mètres carrés en guise de contribution à la réalisation de cette œuvre sociale. Reportage. 100 millions de francs CFA pour accompagner la prise en charge de la mère et de l'enfant à l'hôpital de district de Bonassama, dans la ville de Douala. Les employés de MTN Cameroun viennent de mettre au profit de ce centre hospitalier le fruit de la victoire consécutive aux éditions 2012 et 2013 du programme d'investissement social 21 Days of Yellow Care. Le personnel de l'entreprise citoyenne entend réinvestir sa prime de 100 millions de francs CFA dans la construction d'un pavillon de prise en charge mère et enfant dans cet hôpital. L'annonce officielle de ce grand chantier a été faite le 7 mars dernier en présence du chef traditionnel du village Bonassama, Sa Majesté Tif Edjangé, et du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, Zacchaeus Bakoma Elambo. Une grande joie, une grande satisfaction d'être choisi pour abriter cette œuvre que les employés de MTN ont décidé de réaliser. Les premiers bénéficiaires, c'est les populations de Douala 4e, c'est les populations du sud-ouest, hein, dont la plupart viennent bénéficier des soins de cet hôpital de district de Bonassama, qui est, comme vous l'avez suivi, l'un des 3 disposant d'un certain nombre d'infrastructures. Cet investissement a pour objectif d'améliorer les traitements et diminuer la mortalité du nouveau-né. Il renforcera par ailleurs le suivi de la grossesse et les femmes seront également sensibilisées et éduquées à la santé, y compris le contrôle des naissances, l'hygiène et la nutrition. Bonassama, c'est à la porte de Douala. Bonassama dispose déjà d'un certain nombre d'équipements. Il faut en sorte que toutes ces populations-là vont d'abord à l'hôpital de Bonassama, après Québec bien évidemment. Donc pour mener une action pérenne, une action qui s'inscrirait dans la durée, une action efficace, il faudrait mieux investir un peu plus par palier dans cet hôpital qui accueille une très grande population. Un élan de solidarité envers les communautés qui permet de préserver la santé de la reproduction aux côtés des pouvoirs publics. Le pavillon mère-enfant sera l'expression constante du souci d'accompagner les communautés dans l'amélioration de leur santé par les employés de l'entreprise citoyenne MTN Cameroun.
Eh bien, c'est bientôt la fin de ce journal, mais avant, un rendez-vous à suivre dans quelques instants seulement, 237. Le débat va tourner autour de deux interrogations. Cameroun-Nigeria, quel avenir avec Boari? Cameroun-Nigeria, tapis rouge ou barricade? Retrouvez Duval Fangwa et ses invités. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.